Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la latéralisation. Qu'est-ce que tu as comme information première? Alors, j'ai l'image d'un cerveau Ah, d'accord. et ça me montre bien l'image, la séparation entre les deux hémisphères. Alors, Alors, ouais, ça m'invite à remonter dans le temps par rapport à ce cerveau. mhm, Alors, c'est les deux temps. On parle le temps d'une vie humaine, donc voire mhm, de enfant de bébé à adulte, et dans le temps de l'humanité. ok. Est-ce qu'il y a une similitude? Alors, ça me dit non. Alors, c'est en fait similitude, va y avoir la similitude dans le sens de d'une évolution, mais pas pour les mêmes, pas de la Oui, même façon. de la même façon. D'accord. Alors, tu vas peut-être commencer par celui de l'évolution d'un enfant vers l'âge adulte. D'accord. Je suis intra-utérin. Donc l'information que j'ai, c'est que le cerveau en intra-utérin est dans l'unité. D'accord, donc il n'y a pas d'hémisphère droit et gauche. Alors, s'il y a un hémisphère droit et gauche, mais ils sont en harmonie. Parce que la première image que j'ai vue, c'est que les deux hémisphères étaient séparés. Enfin, séparés, c'est au niveau de l'information. Oui. Qu'il n'y avait pas une grande communication entre les deux dans son fonctionnement. Comme si la première image donc, que j'ai eue, c'est il y avait vraiment une indépendance hémisphère droit, hémisphère gauche. D'accord. Alors que là, dans l'utérus, le Voilà, fœtus a un cerveau uni, voilà dans avec son deux fonctionnement. hémisphères. Oui, Voilà, les deux hémisphères fonctionnent de façon unie. Et ça montre que le fait que ça soit uni, ça permet vraiment d'avoir le corps qui grandit de façon aussi uniforme et de façon d'accord. homogène. Et Alors ça ensuite, me dit qu'il n'y a pas, à ce stade-là, il n'y a pas de corps mental présent. alors si tu avances un petit peu dans le temps, Donc il grandit, et puis on me montre, alors c'est important le corps mental parce que on le montre en fin de gestation, donc comme si c'était vraiment une fine pellicule. C'est-à-dire que tant que l'enfant est intra-utérin, il n'a pas un corps mental trop fort. Et une fois qu'il sort, c'est l'interaction avec les autres humains adultes qui oui, l'entourent, qui travaillent sur ce corps mental, qui le densifie. d'accord. Et est-ce que c'est au moment où le corps mental prend de l'importance que les deux hémisphères prennent leur indépendance en quelque sorte? Oui, c'est l'évolution à l'air associée. D'accord. Donc la relation aux autres construit le corps mental et va également construire deux hémisphères bien distincts. Oui, oui, ça va les. C'est-à-dire que elle va vraiment, il y a une notion de séparation des deux hémisphères. C'est-à-dire qu'intra-utérin, une fois qu'ils sortent, ils existent, ils ont quand même leur propre fonction, mais au niveau de l'énergie qui circule, il y a vraiment de fortes informations qui passent de l'un à l'autre. Et en fait, au fur et à mesure que le corps mental va se cristalliser, ça me dit, avec notamment des croyances et des apprentissages qui sont imbriqués dedans, ça va. Je vois comme si des hémisphères travaillaient vraiment séparément maintenant. Il y a une sorte de cristallisation qui se fait au niveau des hémisphères. D'accord. Et est-ce que c'est là où l'enfant va savoir s'il est plutôt droitier, gaucher? Alors, j'ai un non. Alors, je dis non parce que je suis encore vraiment en phase
nourrisson. Je vais regarder à quel D'accord. moment sa latéralité apparaît. Ouais. Je vois là, il avance à quatre pattes. C'est l'enfant que je vois, ça, on me montre qu'il a un côté, donc c'est son côté droit, qui devient moins dense. Il y a un côté gauche plus dense, donc ça serait le début d'une latéralité. Et en même temps, j'entends qu'on lui fait écouter des musiques et qu'il y a vraiment une intention. C'est une intention d'accompagner le développement de l'enfant, mais une surstimulation. Dans quel but? Alors, le but, c'est une but bienveillant, hein, de la part de l'entourage dans l'éducation, hein, c'est pour l'aider à grandir. Mais dans cet enfant-là que je vois, il y a vraiment une intention mentale qui, avec une notion de technique qui sont proposées à l'enfant, qui en fait le fige au niveau mental et l'oblige à séparer les deux cerveaux dans son fonctionnement. D'accord. Donc, la séparation se fait par une action extérieure. Oui, dans ce cas-là, oui. Alors je demande je regarde en même temps, j'ai l'image d'un enfant qui est laissé dans un environnement où il peut avoir qui est riche, je dirais, pas Oui. forcément beaucoup de jouets, mais Pas orienté. voilà, mais des espaces d'expérimentation, mais qui lui sont simplement dans son environnement, qu'il n'y a Oui. pas d'intention mentale derrière, avec des sollicitations, de le pousser à faire Oui. un jouet ou quoi que ce soit. Et là, on sent qu'au niveau du cerveau, il y a vraiment une plasticité et une évolution homogène des deux hémisphères. Ok. Alors, est-ce que cet enfant qui a cette évolution homogène va être habile du côté droit et côté gauche, plus en tout cas que l'enfant qui subit une intention, une orientation d'éducation? Non, je le vois qui évolue, qui est équilibré au niveau droite-gauche, mais qui va avoir c'est vraiment au moment où on va lui demander d'écrire et dessiner que l'orientation va se faire à ce moment-là. D'accord. Donc, il a quand même une tendance. Oui, là, lui, il a une tendance droitière. Alors, l'enfant qui a été orienté, ça se fait beaucoup plus tôt. J'ai un oui. Je vois déjà au niveau de son évolution, c'est vraiment comme si, au lieu d'avoir le champ libre, il rentrait dans des chemins qu'on lui avait tracés. Donc lui aussi a une orientation de droitier, Droitier, oui. mais cet enfant-là, c'est aussi son orientation naturelle. Et c'est comme si ça allait je le vois par rapport à l'autre, il est figé en fait dans cette orientation-là. C'est comme si il faisait abstraction de son côté gauche. Alors que l'autre enfant qui a eu cette tendance aussi naturelle à droite, mais qui a pu se développer vraiment comme il voulait, le côté gauche est beaucoup plus présent et a son rôle aussi. Que dans l'autre cas, c'est comme si le côté gauche était complètement oublié dans son déplacement, dans son rôle. Alors, quelles sont les conséquences justement d'avoir un côté gauche, si on est droitier, qui est complètement oublié? Une conséquence déjà physique directement c'est pas le mot de difficulté qui vient, mais
quand il se bouge, une façon de se mouvoir qui est moins aisée, mais aussi ça a un impact dans son interaction avec son environnement et même avec son chemin de vie. C'est comme s'il faisait abstraction d'une partie des possibles qui lui est accessible. D'accord. Et donc l'enfant qui va développer uniformément côté droit, côté gauche, avant de s'orienter vers droitier, qu'est-ce qu'il développe de plus? Alors cet enfant-là que je vois, il me montre, c'est vraiment comme s'il avait plein de petits canaux dans tout son environnement physique. Donc c'est sa capacité à être interconnecté avec son extérieur. Il a une conscience de tout son environnement. Alors forcément à hauteur de son âge, mais ça lui ouvre un certain champ des possibles. Et on me montre, c'est lié à l'interaction qu'il y a entre ces deux cerveaux. Il y a vraiment un dialogue qui se fait entre le droit et le gauche, et il n'y a pas de préférence qui émerge. Ils sont en équilibre. Alors justement, ces deux cerveaux, est-ce que tu peux les décrire? Cerveau droit, cerveau gauche? Alors chez l'enfant qui est en équilibre, il y a un certain nombre de fonctions qui sont partagées. D'accord. Alors je pars des fonctions, on va dire, directement liées au corps. Et ça me montre les différents systèmes du corps. Et en fait, ils sont vraiment en interaction, et ça amène un équilibre dans le corps entier. Tous les systèmes fonctionnent aussi bien à droite qu'à gauche. Je regarde dans le cas où le cerveau droit et gauche sont vraiment séparés. C'est comme s'il y avait des vides un petit peu par endroits. C'est-à-dire que chacun fait son travail, mais quand les deux travaillent ensemble, ça ne fait pas 1 plus 1, 2, ça fait 1 plus 1 égale 10. Quand les deux sont séparés, ça fonctionne, mais à moindre régime en fait. C'est comme si par endroit, c'était certaines fonctions qui devaient être plus gérées par un des cerveaux. Comme il n'est pas en interaction directe avec l'autre, il y a un petit peu un vide et ça n'arrive pas à être comblé. Alors, j'essaye de voir, mais de sortir aussi de mes connaissances par rapport à ce qu'on dit, cerveau droit, cerveau gauche. Oui, justement. Il y en a un qui est plus créatif et l'autre qui est plus terre à terre. Oui, analytique. Ouais. Analytique. Donc, regarde au niveau mental la différence de ces deux côtés, deux hémisphères. C'est le cerveau gauche qui s'active. Donc, le cerveau gauche est plutôt mental. Enfin, là, c'est ce qui s'est activé. Alors, je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas, ce cerveau-là, il me montre qu'il gère plus les connexions neuronales. D'accord. Ça clignote, il montre les connexions neuronales, le système électrique du corps, tout ce qui peut amener une structure au fonctionnement du corps, un support. D'accord. Structure, est-ce qu'il a ce rôle d'analyse également? C'est des structures d'information, c'est-à-dire qu'il gère les informations envoyées par le système du corps. Ok. Et le cerveau droit, ça montre plus, alors je suis plus dans la notion de mou dans le corps, un tissu mou, de tout ce qui est sang et lymphe, donc ce qui va aussi une sensation un peu d'englobant et de mou, oui, avec la notion d'émotion aussi. Ouais, c'est plus global.
ça englobe en fait. C'est comme si ça englobait l'ensemble, la notion de gainer, de mettre, de mettre un comme dans un cocon. C'est comme si ça englobait le corps et mettait le corps dans un cocon. Et ça touche plutôt l'émotionnel, c'est ça? Oui, ça va être l'émotionnel, avec tous les fluides du corps. Donc là, on me montre que quand c'est en équilibre parfait, les deux travaillent en harmonie, en symbiose. Et si on pousse à ce qu'il y ait un côté travaille plus que l'autre, ça déséquilibre le fonctionnement. D'accord. Alors là, on a vu 2 exemples de droitier. Est-ce que tu peux regarder un exemple de gaucher? Un gaucher, on va dire, naturel, et un gaucher qui a été forcé à être droitier. Non, on reste chez les enfants? Oui. Oui, parce que je pense que c'est là où ça se fait, hein, la latéralisation. Alors c'est marrant, parce que quand tu me dis gaucher, la première sensation que j'ai dans mon corps, donc c'est une sorte de contraction. Alors, il faut que j'aille voir d'où vient l'information. C'est une forme, ça me dit, c'est une forme pensée qui est collée à cette notion de gaucher. Oui. Et de croyance. D'accord. Là, je ressens beaucoup de colère qui en ressort, hein, de ce mot gaucher, de colère et de rejet même, l'image d'un adulte qui dégage vraiment des énergies de rejet très violentes par rapport à la c'est avec un enfant gaucher. C'est le nom lui-même qui évoque ça? Porte cette énergie qui s'est cristallisée. Est-ce que ça a un rapport avec l'expression être gauche, qui est assez péjorative? C'est inclus dedans en fait. Il faut aller voir à l'origine de pourquoi est-ce qu'il y a ce rejet du côté gauche qui a été fait. Ouais, justement. Alors, tu vas regarder pourquoi. Donc là, on va partir plus sur la ligne de temps de l'humanité en fait. Allez, c'est parti. Je me retrouve avec des hommes préhistoriques. On me montre donc en cueilleur, quand ils sont en train de cueillir, ils sont en train de... Ils sont délatéralisés, hein. Ils utilisent les 2 côtés de leur corps. Quand ils sont en train de chasser, là on me montre un qui est vraiment dans le côté droit. Et ce qui est important, ce qui ressort des 2 scènes, c'est que quand ils font la cueillette, il y a une décontraction et un bien-être qui se dégage dans l'émotionnel. C'est même un moment de plaisir de faire cette cueillette avec les 2 mains comme ça. Et pendant la chasse, je ressens la tension du corps et l'émotion qui est beaucoup plus forte par rapport à cette action. Donc avec le stress de savoir s'ils vont attraper le gibier et puis l'énergie qui doit se dégager au moment de l'attaque. Et on dit que cet émotionnel a un peu cristallisé cette force qui était portée par l'arme pour attaquer. Et on me montre que dans l'équipe de chasseurs, c'était un code déjà qui avait été posé, que l'arme se portait d'un côté par rapport au fonctionnement du groupe, pour pouvoir créer une harmonie dans leur action. Comme s'ils avaient inconsciemment instauré cette façon de chasser. Ça montre, c'est un mécanisme qui s'est mis en place avec la forte émotion qui était engendrée par la chasse. D'accord. Comme si l'association de côté droit égale fort égale chasseur avait déjà commencé à se mettre en place dès là.
va dire, c'est des organisations qui se sont fait naturellement. Il n'y a pas eu de là où, à Ouais, ce moment-là, il n'y a pas eu de pensée. Ils n'avaient même pas d'accord, conscience de ça, mais c'était les plus forts, c'était ceux qui fonctionnaient comme ça en fait. Donc ceux qui étaient plus gauchers, ben ils allaient faire autre chose. Ils faisaient pas partie d'accord, du groupe de chasseurs. Et là, on me remonte d'accord, toujours, hein, en fait, cette tension là au moment de chasser ou de rentrer en guerre qui fait que le cerveau gauche donc envoie ces tensions électriques dans tous les muscles et même ça montre un peu baisser. Comment dire, c'est comme si ça refermait le champ, c'est que c'était focalisé sur un objectif. oui, d'accord. Alors, si tu avances dans le temps, comment ça évolue justement cette latéralisation? Donc, de préférence, côté droit. On me montre d'un côté le développement des capacités de fabriquer des outils d'artisanat. Et dans des techniques comme ça, il y a vraiment, ils sont pas latéralisés. Et je les vois, des personnes qui travaillent comme ça, qui utilisent autant la main droite que la main gauche. Ils sont dans un équilibre. Et la voie donc des chasseurs et de la prédominance de ce bras droit pour chasser, ça prend la direction de soldats et d'armées. Mhm. D'accord. Et donc d'une façon rigoureuse de porter les armes. Dans ces cas-là, une telle rigueur qui a été imposée que la personne qui, elle, va naturellement être plus gauchère, va être un danger pour l'armée. Parce que quand elle utilise sa main droite, eh ben, elle est beaucoup moins habile que les autres qui sont naturellement droitiers. Oui, elle est contraire aux autres aussi. Et elle est Avoir un contraire mouvement aux autres. contraire. Oui. Oui. Il y a un mouvement contraire et elle paraît forcément plus faible par rapport aux autres parce que c'est pas son côté dominant pour se battre. Oui, il y a une Ouais. croyance qui a commencé à sortir de là par rapport au danger que représente un gaucher. Regarde s'il y a plus de droitiers que de gauchers à cette époque-là. Alors, j'ai Le avancé dans début le temps. oui, des On guerres regarde. qui sont organisées. Ouais, oui. Alors, je suis centrée sur l'armée. Alors, il faudrait que je regarde sur toute la population. Parce que l'armée, de toute façon, il y a une sélection faite sur ce côté droitier, cette force. D'accord. Donc, en effet, là, dans l'armée, dans ce qui me montre, c'est très faible la partie gaucher. Mhm. En regardant sur toute la population, c'est 50-50. Oui, En fait, on me montre les 50-50, mais comme si ça se chevauchait, qu'au milieu, il y avait les ambidestres, en fait. oui. En fait, c'est ça. Cette époque-là, c'était, tu avais les trois possibilités. Mhm. Le côté D'accord. droitier ressortait vraiment très fort dans l'armée, mais tout le reste, quand tu es les métiers manuels, c'était dans la partie ambidestre, donc des gens équilibrés. Et là, Et les je vais. gauchers, Et ils étaient plutôt orientés vers quelle activité? non, ça me dit c'est une activité dans laquelle il n'y a pas de. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus, en fait. C'est là où ils arrivent à être leur propre maître. C'est à Ah partir ouais. du moment où il n'y a pas un chef normatif au-dessus, ils peuvent aller où ils veulent. Et c'était quoi comme genre de métier ou de Là, on mon train activité? qui est agriculteur. Il est en gaucher pur, connexion à la terre qui est importante. Est-ce que tu as d'autres exemples? Ouais, je regarde, c'est justement d'autres domaines. C'est un peu comme s'il y avait des portes qui leur étaient fermées. Je vois si on regarde sur des côtés plus, on va dire, intellectuels. Non, ce que j'entends, c'est que l'époque là où je suis, où je regarde, il y avait déjà un formatage qui avait été fait.
on a vu que les gauchers étaient plus reliés à des activités sans patron, sans maître. Ouais, en fait, sans montée d'adrénaline forte, en fait. D'accord. C'est vraiment ça qui ressort, c'est la notion de personnes qui donnent des ordres, donc qui mettent dans une seule direction et qui demandent aussi des activités qui demandent à avoir une poussée d'adrénaline très forte à un moment pour agir. Ok. C'est comme si on montrait un gaucher qui avait son centre énergétique plus large, et c'est l'image que j'avais au début, est plus grand. Mhm. Donc qui n'avait pas les mêmes capacités. Et alors, regarde justement sur un gaucher contrarié. Ça bloque tout en fait. Alors déjà physiquement, le fait qu'on l'empêche d'utiliser son côté gauche, ça fait normalement le côté droit vient nourrir le côté gauche, mais si on bloque le côté gauche, le circuit énergétique se fait plus. Donc indirectement, ça va atténuer son côté droit, mais et ça crée vraiment une baisse de ses capacités et D'accord. un repli sur soi. Et la raison pour laquelle à un moment ça a été la mode justement de contrarier les gauchers, c'est quoi? À une époque, on obligeait les gauchers à être droitiers. C'est la suite de la croyance inconsciente qu'un gaucher peut représenter un danger pour le groupe. Et aussi une envie de bloquer la créativité. Hmm. Ouais, Alors je me doutais qu'il y avait ça aussi. c'est pas une envie, c'est pas forcément toutes les personnes qui ont fait ça n'avaient pas cette intention. C'est quelque chose qu'on ils avaient juste l'information que c'était pas bien. Mais il y a un moment une envie de bloquer cette capacité à être connecté à tout et Ouais, de les remettre sur les rails. d'accord. C'est comme si les personnes droitières étaient plus facilement, on va dire, malléables. Voilà, malléables dans le sens où on les met dans la direction où on veut, et que les gauchers étaient, étaient plus libres. Et donc, il y a eu un besoin de les recadrer, entre guillemets. Hein. Mhm. Pour mieux les contrôler. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux regarder aujourd'hui le pourcentage de droitiers et de gauchers? Est-ce que c'est toujours 50-50? On va regarder en France. On dit 30% de gauchers, 60% de droitiers. Alors, cette évolution-là, elle est due à quoi? Donc, ça me parle d'épigénétique. Ouais. C'est à force de se reproduire dans un système comme ça, là, il y a une sorte d'inscription dans les gènes qui s'est fait. D'accord. Parce que j'ai posé la question, est-ce que le côté gaucher ou droitier était transmissible, comme on dit, Oui. héréditaire, pardon. Mhm. On me dit oui, mais comme ça fait plusieurs siècles qu'on fait la chasse aux gauchers, et forcément le gène gaucher est moins présent dans le génome. Et au niveau des ambidextres, quel pourcentage il y a? J'ai 1-2%, c'est très faible, mais on me montre que c'est marrant, c'est comme si on me montrait une énergie ambidestre et comme si c'était l'énergie du futur dans lequel les enfants devraient évoluer. D'accord. Alors, pour quelle raison? Et qu'on soit droitier ou gaucher, le fait de poser le mot sépare en lui-même en fait les deux côtés du cerveau. Que d'avoir cette intention de retourner dans un fonctionnement ambidestre permettra de créer des personnes, pas créer des personnes entières, que les personnes soient entières, L'uni. unies, remettre
les enfants dans une évolution d'unicité. Ouais, ça c'est chouette. Et on me montre l'écriture, en fait, l'écriture linéaire comme ça. C'est vraiment une écriture qui favorise le côté droitier. Alors que si on Oui, passait à une écriture de haut en bas, on ne demande pas que tu sois droitier ou gaucher, ça ne change rien. Et que ça, au contraire, c'est comme si on montrait quand tu écrivais de haut en bas, ça réunifiait le cerveau. Et que le fait d'accord. d'écrire de gauche à droite ou même de droite à gauche, ça avait un impact sur la construction de ton cerveau. Ça me dit que Donc ça ça veut- fait un impact sur la construction de cerveau, mais aussi sur la perception de la vie et des événements. Oui. Au niveau temporel? Alors, oui, au niveau temporel de sa propre vie. D'accord. Donc si tu compares avec un chinois ou un japonais dont l'écriture est verticale, au niveau de sa conception de la vie, si tu regardes son cerveau, est-ce que tu vois une différence? Alors, je suis pas encore sur le cerveau, je suis vraiment au niveau d'une personne qui écrit. D'accord. Alors, il me Oui. montre une personne il y a quelques siècles, parce qu'il y Oui. avait beaucoup moins de choses. Et il me montre vraiment il y a une grande réinspiration comme ça, une grande ouverture dans son écriture. Et c'est comme si ça lui ouvrait les deux champs des possibles comme ça, qu'il avait cette capacité à voir de façon large en écrivant en ligne descendante, Verticale? Mhm. verticale. Et je regarde Est-ce que aussi, le cerveau est plus uni? ça montre il est plus connecté, qu'il y a plus d'interaction comme ça entre les deux. D'accord. Et Le fait c'est d'écrire de aussi, façon ouais, verticale. et aussi le fait de lire. Ça, c'est vraiment un autre domaine, mais le mouvement des yeux comme ça n'a pas du tout le même impact que le mouvement des yeux. Alors, je ne sais pas s'ils lisent comme ça ou s'ils ont une vision plus globale de leur texte, hein, dans ces écritures-là. Si c'est de haut en bas et de droite vers la gauche. Comme ça. Donc en fait, le mouvement des yeux avait aussi un lien direct sur l'évolution du cerveau. Ah ouais. Alors dans quel sens? Hein, on revient toujours au côté enfermant en fait de la ligne horizontale. C'est comme si je voyais le champ se réduire comme ça de la conscience. Mhm. Le champ d'une personne qui lit de haut en bas, qui s'ouvre de cette façon-là, qui est beaucoup plus grande. D'accord. Est-ce que c'est un Ça, rapport avec la connexion terre-ciel? oui, c'est ce que je regardais au niveau énergétique. C'est comme si quand on lisait comme ça, ben ça coupait. Ça coupait au niveau énergétique dans son aura. Et quand ils lisent comme ça fait circuler vraiment différemment et c'est plus naturel en fait. On montre les chakras et le torus naturel Mhm. que l'on a. Et le fait de lire de haut en bas, ça allait dans le sens en fait du mouvement naturel des énergies du corps. Ok. Alors qu'est-ce qui a fait qu'en Occident, l'écriture est horizontale? Est-ce que c'est volontaire? Non, on dit non, que c'est pas volontaire. Je suis devant un manuscrit qui a l'air très ancien. Ça doit être une des premières écritures. C'est marrant parce que je vois les lignes, hein, je ne peux pas lire. Mais c'est comme si il y a, oui, les lettres écrites, mais il y a aussi ce que dégage le texte qui est important. Oui. C'est un petit peu comme si les personnes de cette époque prenaient ce manuscrit et dans un premier temps, ils avaient un ressenti. Ils captaient déjà une information par la simple connexion de ce que représentait cette page d'écrit. Dans un premier temps, ils s'inspiraient du texte et dans un deuxième temps, donc ça fait un moment, c'est un hémisphère qui marche dans un premier temps parce qu'il s'inspire de ce texte et dans un deuxième temps, la lecture fait qu'ils mettent de la structure dans leur ressenti. D'accord. Donc au niveau de l'écriture, si
si elle a évolué de façon horizontale ou verticale. Ça, c'est le 10, oui. C'est un certain opportunisme, parce qu'on montre des hiéroglyphes, et on me montre que certains hiéroglyphes sont verticaux et Oui, d'autres sont horizontaux, et que c'était en fonction d'opportunisme, c'est-à-dire que le de la support sur lequel ils étaient. D'accord. Bon, très bien. Alors, si on revient à la latéralisation, est-ce que tu as d'autres infos qui pourraient te venir là? Ça me remet sur le ressenti que j'avais devant ce manuscrit, en fait. Ça me dit l'ambidestrité. Oui. Le fait d'être ambidestre, hein, je vais faire des néologismes. Mhm. Le fait d'ambidestre, c'est remettre en activité tout son corps. Ouais. Et que le chemin peut être fait à l'envers si on met une conscience dans sa autre partie de corps. D'accord. C'est-à-dire si en tant que droitier, on redonne des missions à notre côté gauche et on lui réapprend à avoir une place, et ça peut se Mhm. rééquilibrer dans tout notre corps. Alors D'accord. Donc, c'est pas forcément l'écriture, hein, parce que c'est oui, c'est ça que dans j'allais demander. toute Voilà. Donc, activité. toute activité manuelle physique. Voilà. Donc, ça peut être dans le sport. Dans le sport, dans la création, Ouais. Donc, les sports qui n'utilisent qu'un côté, finalement, ça peut desservir pour le développement du cerveau et les Oui. différentes connexions. Ouais. Ça, on montre par exemple les golfs. D'accord. Ça va être qu'un côté où ils n'ont pas le choix, ou comme au tennis, où ils Oui. utilisent dans l'entraînement qu'un côté plus fort que l'autre. Mais c'est vraiment dans tout ce qui est création, où ça va être encore plus visible quand on met quand on se centre et qu'on utilise vraiment dans une intention d'utiliser ses deux mains dans la création. Parce que finalement, dans les sports, il y a quand même beaucoup de codes et des Oui. objectifs de gagner ou de performance. Que là, on montre par exemple quelqu'un qui fait de la poterie, que ce soit sur un tour ou dans la création. Ces deux mains travaillent en harmonie, chacun a son rôle. Et, ça rééquilibre vraiment tout le champ énergétique et la connexion entre les deux cerveaux. D'accord. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Tu as d'autres informations? Ça montre vraiment l'importance en fait de prendre conscience, de réactiver Oui. cette non-latéralité en fait. D'accord, ouais. C'est plus facile d'être droitier ou gaucher parce que c'est l'éducation qui nous a poussé à être comme ça. Mais reprendre conscience de son corps dans son entièreté, c'est un chemin pour se retrouver, ça me dit, et retrouver son équilibre. Bon, c'est une belle phrase de fin. On va terminer là-dessus. Merci Julie.